Bonjour. Et aujourd'hui, je vais traiter à nouveau un sujet, à mon avis, très important pour justement pouvoir éviter d'avoir tous les problèmes qu'on rencontre actuellement dans la pratique. Moi, quand je me déplace dans des agences pour voir la façon de travailler avec la méthodologie BIM, je vois qu'il y a un déficit par rapport à tout ce qui est les connaissances et les compétences en architecture paramétrique. Il faut comprendre que l'architecture paramétrique aujourd'hui, c'est indispensable pour pouvoir produire une architecture augmentée de qualité, c'est-à-dire que les formes qu'on peut produire actuellement qui accompagnent aussi la modélisation et la production derrière, et on a aujourd'hui des logiciels, bon, moi je travaille personnellement sur Revit, Forma, etc. Mais il y a actuellement Grasshopper, il y a plein de logiciels où on peut vraiment exploiter les formes, la morphologie et faire des études spécifiques en fonction d'un programme, en fonction de l'implantation du projet et en fonction aussi de la tectonique, c'est-à-dire de la matérialisation a posteriori. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai souhaité m'arrêter particulièrement par rapport à cet aspect qui est un aspect essentiel pour réussir un projet et qui dépasse justement la production des formes qui sont des modèles, des prototypes, qu'on a des cubes et standardisés, etc., pouvoir aller au-delà avec des formes qui accompagnent la fonction, mais qui en même temps sont enrichies par rapport à des courbes et des trames que avant c'était très très difficile de pouvoir produire. Voilà. Et donc, il faut savoir que dans la conception architecturale en général, et j'insiste toujours quand je fais mes cours, et aussi bien pour la rétroconception des œuvres de référence que sur d'autres sujets, les principes des bases, c'est-à-dire on ne peut pas imaginer que la conception architecturale, c'est de faire des recherches sur les formes, ni seulement il s'agit de respecter des normes et des contraintes, et c'est sans savoir ce qu'on veut à niveau de la géométrie et à niveau de la matérialisation. Il n'y a rien de pire que quand je vois un projet où il y a des copies des formes, mais l'objectif principal de l'architecture, comme c'est la réponse à un problème particulier et pour un public bien ciblé et dans un emplacement aussi bien ciblé, que de voir que les études, il s'agit de juste de rechercher des images ou des formes. Bon, le point de départ, c'est bien définir les contraintes spécifiques liées à un programme. J'ai dit qu'il y a la méthodologie BIM ne peut pas se voir au-delà d'un programme spécifique. Ça, c'est l'erreur dans la plupart des cas où les BIM managers ne connaissent pas justement la cuisine à l'intérieur de chaque projet et donc ce n'est pas un protocole qui va aider à l'équipe à pouvoir produire toute la chaîne des esquisses jusqu'à projet détaillé sans savoir ce qu'on veut. C'est le leitmotiv, j'insiste toujours, c'est le leitmotiv. Toutes les œuvres de référence que je travaille en rétroconception, il y a toujours, et c'est pour ça que je fais travailler beaucoup sur ces systèmes, parce qu'il y a à la base un leitmotiv qui est la base, c'est-à-dire principale, qui fait qu'on va aller chercher les outils par la suite qui vont accompagner ces leitmotifs avec la matérialisation du projet.
c'est-à-dire que jamais, 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 et j'insiste toujours sur ces points, parce qu'à mon avis, c'est très important, et c'est ce qu'on appelle design and make des Autodesk, c'est-à-dire que à l'arrivée, on est là pour construire. Hein? Et c'est-à-dire que pour apprendre, c'est mieux de trouver des œuvres et de construire que de tenter de voir des styles, des images et essayer de les reproduire. Ça donne rien du tout et c'est pas de l'architecture non plus. Alors, l'architecture paramétrique, et c'est l'aspect tectonique qui guide, c'est pour ça que j'ai défini l'architecture paramétrique, mais à partir des objectifs précis par rapport à un projet. Et ce qui définit bien dans l'interview que j'ai regardée, ça fait déjà un certain temps, Patrick Schumacher, qui était des responsables de l'agence Sarah Hadid, et il a anticipé et détecté ces problèmes majeurs dans les écoles d'architecture. C'est pour ça que j'insiste dans les formations aujourd'hui. Et pour moi, c'est trompe les équipes ou les institutions qui aujourd'hui ne donnent pas de la valeur au projet architectural, parce que faire en sorte de donner de la valeur à des normes et des protocoles, etc., c'est vraiment nier l'architecture. Et c'est un risque. Et c'est pour ça que c'est un peu toujours un avertissement. Si on veut continuer à produire dans notre métier, il faut vraiment prioriser les formations qui vont définir le projet. Hein? Parce qu'après, tout le reste, on peut l'apprendre avec des textes ailleurs. Aujourd'hui, avec l'accompagnement, évidemment, aussi de l'intelligence artificielle. Mais les projets, c'est un métier. Et c'est l'exercice du métier et de comprendre la logique qui va faire que nous, les architectes et toutes les équipes, nous allons pouvoir travailler correctement avec les BIM et un résultat à la hauteur. Et la possibilité de pouvoir faire intervenir les contextuels en amont de la conception avec des outils comme Forma afin d'optimiser les orientations de l'ensemble en fonction de la trajectoire du soleil, des contraintes des sites, c'est-à-dire que tout ça, ça fait la base de la cuisine, là où on va préparer notre recette et on va produire les bâtiments. Et cette construction régulière, je dis toujours, quand on ne pouvait pas aller imaginer des formes qu'on peut exploiter aujourd'hui avec l'architecture paramétrique, avant, c'était plutôt la construction régulière à 90 degrés, etc. Et qu'est-ce que ça donnait? Ça donnait une réponse, surtout pour les confrères et consoeurs qui ont connu l'époque des 70, où on travaillait en disant l'architecture sociale. Bon, on a vu les résultats, il a fallu après démolir, parce qu'il n'y avait rien de social là-dedans. C'était la transformation de l'architecture en réponse mécanique des cubes répétitifs, et ce qui donne une architecture non seulement de mauvaise qualité, sinon complètement hors des sécurités, et de faire en sorte de prioriser la vie, l'être humain, hein, de mettre au centre l'être humain. Et pourquoi l'architecture paramétrique, c'est la naissance et les développements qu'on a actuellement? C'est parce que justement, on cherche dans la nature. Hein, un arbre, par exemple, on a les racines, les troncs, les branches, les feuilles, et c'est-à-dire pouvoir reproduire artificiellement des espaces qui ont une logique paramétrique qui se ressemble à la nature,
c'est extraordinaire, c'est une possibilité extraordinaire, qu'avant c'était impossible de pouvoir imaginer ça, dans un travail régulier au quotidien. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler avec un modèle de référence, c'est-à-dire les structures des courbes paramétriques sur Revit 2027. Il faut savoir que non seulement là, j'ai fait les points par rapport à des courbes paramétriques et par rapport à des surfaces réglées, mais il y a d'autres variantes hein, qu'on peut étudier particulièrement. Là, j'ai fait un arrêt sur l'aspect des courbes paramétriques. Et c'est le but de cet exemple, des plusieurs exemples que je vais présenter aujourd'hui, c'est les courbes complexes et la résolution matérielle des courbes dans l'espace. Et la subdivision, évidemment, avec une trame réglée dans les sens U, V, etc. Et un premier exemple, c'est la création d'une famille modèle générique adaptatif sur une trame. Et deux exemples a posteriori, un exemple des miradors, un exemple d'arbres, que j'ai mis comme exemple. C'est des exemples qui sont seulement pour pouvoir vraiment travailler sur les aspects de l'architecture paramétrique sur Revit. Hein. Mais là, justement, au contraire de la rétroconception, là, on est en train de jouer professionnellement. C'est pas de jouer pour jouer, mais dans le but de pouvoir utiliser après des formes dans les espaces qu'on va construire. Bon, là, la première, c'est la trame que je vais faire partir ici avec bon, 3 niveaux bien définis. Et si vous voulez, là, je vais aller assez vite parce que je ne vais pas pouvoir, je montre l'exemple sur Revit, mais évidemment, il faut les travailler dans les formations, je les travaille en profondeur. Là, ce n'est pas le but, hein. Je présente les sujets. Donc, vous voyez que je travaille là dans l'espace et j'ai des points de référence. Avec ces points de référence, je vais créer avec un spline, je vais relier tous ces plans-là, comme on peut le voir ici, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une forme. Donc, la forme à partir des courbes. Et pourquoi j'ai pris cet exemple? Parce que là, j'ai mis un exemple n'importe lequel. Mais si vous voulez ça, je peux avoir des courbes dans tous les sens à partir des points qui sont stratégiques par rapport à un espace en particulier. Là, je l'ai fait d'une façon théorique. Voilà, là, c'est la forme. J'ai créé la forme, surface, forme, surface. Et avec les rayons X, que c'est une fonctionnalité qu'on a sur Revit, je vais pouvoir avoir des points stratégiques, c'est les points des bases qui m'ont permis la construction du volume. Et donc, comme vous voyez là, j'ai ces 8 points dans l'espace. Et à partir de cette surface, je vais pouvoir aller, vous voyez que là c'est théorique, parce que je pourrais avoir n'importe quelle courbe, à partir d'elle, je vais venir définir des quadrillages dans un sens U et dans un sens V, que je vais établir en fonction, évidemment, de la couverture ou de l'espace que je veux traiter. Et là, il n'y a pas de normes, je peux les régler comme je les souhaite. Et pour ce qu'on va faire, c'est très important qu'une fois qu'on a fait la surface réglée, la trame réglée dans les deux sens, si je veux par la suite matérialiser avec chaque point de référence, il faut que je puisse avoir l'affichage des nœuds.
vous voyez que là, c'est les affichages de nœuds. Parce que le nœud va me permettre justement de venir avec la famille et l'insérer dans l'endroit précis. Je vais créer en parallèle une famille des modèles génériques adaptatifs. Vous voyez là, j'ai mis un exemple. J'ai 2 points de référence avec une ligne entre les deux de référence et des points adaptatifs. Il faut qu'ils soient adaptatifs parce qu'après, il faut suivre le nœud dans la surface. Donc, il faut qu'ils soient adaptatifs pour qu'ils puissent gérer dans tous les sens sur les courbes. Donc là, qu'est-ce que je fais? Une fois que j'ai créé cette ligne de référence, je vais venir rajouter des points et avec un sens spatial déterminé et produire la forme. Là, j'ai fait un cercle, je pourrais avoir un rectangle. Bah, la forme, c'est la forme que je souhaite. Là, j'ai fait un cercle et 2 autres cercles parce que je vais avoir, si je souhaite, avec certains paramètres, je peux avoir un cercle central paramétré avec un rayon que j'ai défini a priori avant la construction totale et un deuxième paramètre pour les extrémités. Voilà ce que je fais dans cet exemple. Évidemment, les paramètres, ce n'est pas obligatoire. Ça, c'est dans les cas où je veux essayer d'avoir des formes différentes aussi comme exercice. Là, je vais avoir les 3 cercles, les cercles au milieu, les cercles des extrémités. Les paramètres, je vais créer un rayon central avec un paramètre qui est le rayon qui va pouvoir varier suivant à ma guise. Et puis, voilà, le rayon central, vous voyez là, c'est défini comme paramètre. Et aussi pour les rayons des extrémités, c'est-à-dire que je vais pouvoir jouer avec ces rayons, rayon d'extrémité, rayon central. Bon, là, j'ai construit mon tube avec des paramètres qui sont réglés à l'avance et que je peux toujours modifier. Et évidemment, toujours, quand on définit une famille, il faut soit avoir un paramètre des matériaux que je peux régler par la suite, soit avoir déjà un matériau défini à l'avance. Hein. Ça, c'est aussi des options que j'ai dans l'architecture paramétrique pour la construction des trames dans ce sens. Là, j'ai pris un matériau n'importe lequel et je charge cette famille sur le projet et là, je vois, qu'est-ce que je vois? Je viens définir même les paramètres, si je souhaite, des rayons centrales, rayons d'extrémité. Et voilà ce que ça donne avec un rayon qui est un peu plus important au centre qu'aux extrémités. J'applique le premier et après, il faut que je fasse une option qu'on a sur Revit, c'est de répéter cette forme dans toute la surface. Voilà. Et ça, c'est le résultat que j'ai en fonction de la famille que je propose pour cet exercice. Et voilà. Donc, là, j'ai modifié exprès, je fais le rayon central identique aux extrémités. Et à ce moment-là, j'ai une régularité de tous les tubes que je peux voir ici derrière. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est un exemple évidemment arbitraire. Pas arbitraire, sinon c'est complètement virtuel, parce qu'il n'y a pas de programme, il n'y a rien du tout. Mais c'est un exemple qui me permet après, en suivant le pas, de pouvoir gérer d'une façon précise en fonction d'un projet déterminé. Ça, c'est le premier exemple. Hein. Voilà. Ça
Ça, c'est le premier exemple avec une trame précise. Là, le deuxième exemple, c'est un mirador que j'ai construit un peu de la même façon, sauf que là, je vais avoir un motif. Au lieu d'avoir un tube répétitif, je vais avoir un motif qui va être appliqué sur la forme. Alors, comment je procède pour faire ça? Pour cet exemple, j'ai fait 3 niveaux, un niveau 0, 20, 10 et 20 mètres pour créer un mirador, un exemple de mirador avec un escalier à l'intérieur. On va voir ça. Et voilà, donc là, la première chose, c'est comme d'habitude, créer un volume in situ que je nomme. Là, je le nomme mirador. J'ai créé aussi des niveaux et à partir de ces niveaux, je vais avoir des cercles à chaque fois à une hauteur déterminée. Voilà, c'est 3 cercles. 3 cercles qui vont avoir une base plus importante, un centre qui est, je crois, approximatif 2 mètres et plus important à l'extrémité supérieure. Avec ça, j'ai choisi l'ensemble et j'ai construit à nouveau, pas de mystère, la surface. Alors, cette surface, comme on a fait dans les cas précédents, je vais venir créer une trame. Et cette trame, subdiviser la surface, cette trame, il va avoir un U, V. Là, vous voyez, c'est le nombre, c'est 20 et 20, vous voyez à droite. Mais je peux modifier cette trame et aussi même faire la rotation si je voudrais avoir des angles qui ne sont pas tout droits. Mais pour faire ça, il faut faire l'expérience. C'est pour ça que je fais la présentation, mais c'est à partir de l'expérience que vous allez pouvoir travailler. Et bon, là pour l'instant, il n'y a aucun motif. Mais je vais aller chercher un motif que je prépare à l'avance pour pouvoir l'insérer ici. Et je sais que ces motifs, il va venir sur une forme qui va être rhomboïde. Donc au départ, il faut savoir ce qu'on veut. Là, j'ai choisi justement rhomboïde comme un exemple parce que d'habitude, on a tout droit, tout droit, tout droit, mais on peut avoir des formes qui sont complètement irrégulières. Et évidemment, je dois régler les nombres en fonction du projet, en fonction de l'espace, après, et en fonction de les structures, je dois régler les nombres U, V de cette trame. Là, je vais créer la famille des motifs. Avant, c'était génératif, adaptatif. Là, c'est famille des motifs aussi adaptatifs. Par défaut, elle me propose 4 trames régulières des 4 points. Mais moi, ce que je souhaite, c'est de choisir la forme rhomboïde. J'ai choisi la forme rhomboïde parce que justement, après, je vais les faire venir sur les rhomboïdes que j'ai définis sur ma surface pour les projets. Et bon, là, je ne vais pas revenir sur toute la construction, mais ça, je montre bien spécifique comment il faut faire pour travailler à chaque fois, créer le rectangle et créer la forme totale. Et comme vous voyez là, j'ai une forme qui fait les périmètres et une autre forme qui fait les centres. Voilà, c'est ça. À l'arrivée, j'ai ça. J'ai défini également le matériau. Et quand j'insère ces motifs dans la trame que j'avais, évidemment, j'ai les résultats que vous voyez là. Une observation quand on fait ça, c'est que vous allez avoir les volumes qui restent et il faut filtrer ces volumes pour qu'on puisse avoir seulement la trame.
parce que sinon vous allez avoir toujours une forme définie derrière, c'est-à-dire que ça va être un volume opaque et vous allez avoir la trame. Il faut éviter ça et sortir la trame. Et une fois qu'on a construit ça, j'ai construit ma dalle supérieure à partir de la matérialisation, comme vous savez, d'une surface par surface, que j'ai sur Revit. Il faut comprendre que quand j'ai défini cette trame avec ces motifs, en réalité, la concrétisation, c'est à partir d'un mur rideau. Hein? C'est la conception, ça va être un mur rideau. Hein? Même si il y a une trame et il y a des motifs rajoutés. Là, j'ai fait la même chose, mais pour la dalle supérieure, pour une dalle inférieure aussi. Et par la suite, je vais créer un escalier en colimaçon. C'est pour jouer un petit peu parce que vous savez comment faire l'escalier en colimaçon, mais j'ai créé un escalier comme colimaçon, comme c'est un mirador de rez-de-chaussée jusqu'à la toiture. J'ai défini, j'ai créé aussi, je perce la dalle pour avoir la sortie sur la dalle supérieure. Ça, c'est un peu rajouté à ça, à l'exemple, mais c'est ce qu'on fait toujours sur Revit. C'est-à-dire que c'est pas seulement de créer la trame, après il faut créer les sorties, il faut créer les portes, les fenêtres, et voilà, ça, je ne vous apprends rien. J'ai fait un petit exemple avec ça, et avec un garde-corps aussi bien défini pour avoir la partie supérieure avec un garde-corps défini tout autour, comme pour l'escalier aussi. Et après, bon, j'ai fait mes rendus, et ça c'est comme habituellement on fait pour avoir la vue de l'ensemble. Et c'est très important de pouvoir choisir les bonnes vues. Hein? Ça, c'est pas de l'architecture paramétrique, mais un projet, on le réussit à partir du moment où on a traité les angles spécifiques pour bien présenter le projet en question. Bon, là, j'ai rajouté des éclairages et j'ai fait un rendu aussi avec des éclairages à l'intérieur pour jouer un petit peu aussi avec ça. Et là, je me suis amusée, vous voyez, ça c'est extraordinaire. Là, je me suis amusée avec Twinmotion, Crea, etc. pour imaginer une mise en scène de ces miradors. Là, c'est l'imaginaire, hein, mon imaginaire qui a joué là-dedans et qui a choisi cette image comme une image sympathique d'un mirador qui est en plein lac avec des bateaux qui sont tout autour. Voilà. Et j'ai fini avec le premier exemple. Et le deuxième exemple, c'est une pergola arbre. C'est-à-dire que là, j'ai traité la trame, mais dans le sens opposé. C'est-à-dire que là, c'est un peu les structures de l'arbre que j'ai respectées en fonction d'une trame au départ créée à cet effet. Donc, j'ai créé le projet, je viens pour choisir des rayons, et c'est-à-dire que le projet, il faut dire que là, il s'agit d'un volume in situ, hein, in situ. C'est ça que je crée au départ. Donc, après, voilà les cercles en hauteur. J'ai défini 5 et avec des différences à chaque fois des rayons pour pouvoir avoir la forme après par la suite. Et pareil que pour les exemples précédents, je viens choisir toutes les formes et je vais créer la forme, la surface, pour venir par la suite créer en rayon X les points stratégiques de ma forme ou que je vais utiliser après pour la matérialisation. J'ai fait la subdivision également, vous voyez là,
au départ c'est une trame simple et que après, comme pour les cas précédents, j'ai choisi les rhomboïdes pour avoir la trame avec cette forme et j'ai choisi X et U, V, X, Y et en fonction de ce que je souhaitais avoir comme densité dans les structures de l'arbre. Voilà, là j'ai choisi 8, 15 pour voir un petit peu ce que ça donnait. J'ai modifié après. C'est toujours des recherches, de regarder, de revenir en arrière. Ça, c'est là, pour ça, il n'y a pas de normes. Et c'est visuel. Et là, j'agis en fonction. Parce que si ça va être matérialisé, évidemment, il y a une structure derrière. Et je ne peux pas faire ce que je veux. Là, je suis en train de jouer avec des lignes. Mais après ces lignes, il faut qu'elles soient construites. Et pareil, je vais créer un motif. En fait, c'est presque le même motif que je vais utiliser, avec un rhomboïde aussi, avec une forme de base des rhomboïdes, avec une matérialisation, une structure. Et vous voyez, c'est un peu la même qui se ressemble beaucoup au premier exemple. La matérialisation aussi, à niveau des matières. Et je les donne un nom et par la suite, je viens l'insérer comme dans l'exemple précédent, je viens l'insérer et là j'ai l'arbre matériel construit par la trame et par les motifs répétitifs. Voilà, donc ça c'est le deuxième exemple. Ben, j'ai fait plusieurs pour avoir, parce que l'idée c'était d'avoir un ensemble hein, qui était plus sympathique pour l'organisation. J'ai créé des copies avec une toiture par spline qui donne une forme aussi irrégulière. Voilà, ça c'est la matérialisation. Là, j'ai la façade. Là, j'ai une axonométrie pour voir l'ensemble. Voilà, une perspective. Là, c'est les rendus sur Revit pour voir ce que ça donne à niveau de la perspective. Voilà. Et puis, pour la fin, la série sur les gâteaux, là, ce que je fais, c'est de venir sur Twinmotion et sur Crea, faire des allers-retours avec des prompts, etc., pour pouvoir avoir une mise en scène. Et voilà, et là, j'ai fait une version jour et par la suite, voilà, j'ai rajouté des personnages. Bon, c'est tout. Aujourd'hui, c'est magnifique hein, parce que ça, c'est vraiment avec l'intelligence artificielle, on peut vraiment jouer au maximum avec des textures, des matériaux, des personnages, des jours, des nuits. C'est vraiment merveilleux. Avant, il fallait travailler. J'ai travaillé toujours sur Photoshop pour faire la retouche, mais maintenant, c'est vrai qu'on a des outils. En dernière, peut-être de retoucher aussi Photoshop pour avoir une cohérence globale, mais sinon, on a vraiment des outils d'intelligence artificielle qui sont extraordinaires pour utiliser aujourd'hui. Et là, c'est la fin. Et là, vous avez qui je suis pour me contacter si vous voulez faire une formation détaillée de tous ces aspects paramétriques sur Revit. Je reste à votre disposition, je dis toujours, si vous voulez me contacter pour me poser des questions, mis à part la formation, je réponds toujours à vos mails. Et j'attends un petit peu, si vous avez aimé, évidemment, et qu'est-ce que c'est, ça fait plaisir d'avoir que vous avez aimé. Et si vous n'avez pas aimé ou vous avez des observations à faire, j'attends aussi tout ça pour vous répondre
les cas échéants. Je vous remercie et je dis à la prochaine.